Bonjour Rhys. Bonjour. Ça va? Ça va, ça va. Est-ce que vous diriez que vous êtes un garçon engagé? J'en sais trop rien, ça dépend des jours. Voilà. Plus ou moins? Je me regarde pas en me disant, je me pose pas la question de savoir si je suis engagé. Enfin, je me regarde pas dans une glace pour savoir si je donne l'image de quelqu'un d'engagé. Ah, c'est pas l'histoire d'image, oui. C'est ce que vous portez dans vos tripes. Alors pour moi, c'était oui, une oui. évidence que vous alliez me dire, évidemment, je suis engagé, bien sûr, je suis engagé. Ben, on l'est sans s'en rendre compte en fait. C'est un peu comme, voilà, on fait de la prose comme Monsieur Jourdain, on fait de l'engagement sans s'en rendre compte en fait. On est toujours engagé depuis... Je me sens impliqué dans ce qui se passe autour de moi depuis que je suis gamin en fait. Ouais. Voilà. Donc c'est une nature. Oui, c'est... Il y a une curiosité pour le monde qui est autour de vous, pour ce qui se passe autour de vous, et pour essayer de comprendre ce qui se passe, et aussi vous positionnez, vous, comment moi je me positionne dans ce monde-là. Absolument. Vous m'avez amené un objet qui symbolise votre engagement? Ah, vous voulez le voir maintenant? Bah oui. Ça vous ennuie? Non. Vous voulez qu'on le voit plus tard? Vous me dites, hein? Non, j'ai amené un numéro du journal qui est un peu particulier parce qu'en fait, il y a des trous dedans, en fait. Ouais. C'est un journal qui a été troué par les balles du 7 janvier. Ouais. Et voilà, en rangeant le journal, on a découvert des liasses de journaux qui avaient été traversées par des balles. Et en ouvrant ces liasses, eh bien, on a découvert des morceaux de métal comme ça. Ça, c'est une des balles? Ça, c'est une des balles, ouais. Et vous vivez avec cet objet? Vous arrivez à vivre avec cet objet? Ben, je le garde parce que ça fait partie de l'histoire du journal, quoi. Oui, maintenant, oui. Plus largement que ça fait partie de notre histoire à tous, non? C'est sûr. Et peut-être qu'il faudrait le montrer en public. Des fois, je me dis que ça mériterait d'être exposé. Pour qu'on se rende compte de ce que c'est qu'un journal qui, physiquement, subit la violence, quoi. Voilà, quand vous faites un journal et puis que vous découvrez des exemplaires troués, voilà, ça, c'est du réel, quoi. Et c'est irréversible, quoi. C'est l'histoire du journal, quoi. Quand les frères Kouachi vous tirent dessus, est-ce qu'ils changent la nature de votre engagement? Non, ils ne changent rien du tout. Ils changent, je dirais, l'intensité de l'engagement. C'est-à-dire qu'on sera encore plus engagé après. Donc ils le poussent un peu quand même. Ils le changent dans le sens où vous avez dû prendre une place qui n'était pas celle que vous aviez avant? Oui, mais ça, c'est des circonstances, c'est presque secondaires. Politiquement, ça ne change rien à mon engagement, si ce n'est que ça le rend encore plus déterminé. Oui. J'aurais tendance à dire, plus on me tape dessus, plus j'ai envie de réagir moi aussi. Voilà. Donc ça va pas m'affaiblir, ça va au contraire me rendre encore plus déterminé. Oui. Je vous le rends parce que je sais pas, j'ai un drôle de rapport moi avec cet objet. C'est très impressionnant que vous ameniez ça en fait. Parce que des fois je me dis que les gens ne se rendent pas vraiment compte de ce que c'est concrètement, physiquement, voilà, ce que c'est que la violence en fait. C'est souvent un peu abstrait. Mais ça l'était pour vous avant de le vivre? On ne peut pas avoir la même compréhension de ce qui vous est arrivé, vous et moi, même si on sait tous ce qui s'est passé. C'est impossible pour moi d'imaginer ce qui vous est arrivé. Même si vous l'écrivez, même si vous le racontez, d'ailleurs vous le dites, c'est pas possible. Oui, il y a toujours quelque chose qui sera irracontable. Ouais. On peut raconter beaucoup de choses, on peut décrire beaucoup de choses, mais au bout d'un moment, vous vous heurtez à un mur, une sorte de plafond de verre, vous ne pouvez pas aller au-delà d'un certain niveau d'explication ou de transmission aux autres. Voilà, donc... Mais il y a des choses quand même qu'on peut transformer, par exemple, ou qu'on dit sans vouloir le dire. Par exemple, vous n'avez jamais arrêté de dessiner. Vous avez dessiné à l'hôpital avec votre mauvaise main, vous êtes blessé à l'épaule, vous êtes obligé d'utiliser la main avec laquelle vous ne dessinez pas. Vous n'arrêtez pas, jamais vous vous êtes dit, jamais vous avez pris le temps de vous dire est-ce que j'ai envie vraiment de continuer? Ou est-ce que peut-être je pourrais arrêter? C'était pas une question d'envie, c'était une question plus d'interrogation sur mes capacités physiques. Oui. Parce que bon, quand vous êtes à l'hôpital, vous êtes vraiment au fond du trou et on s'épuise vite. Donc je me disais, mais dans quel état je serais physiquement dans 6 mois, dans 1 an? Mais ça ne remettait pas en cause la détermination de ce que je voulais faire. Je dirais même au contraire que tout ce qui nous arrivait ne faisait que confirmer tout ce à quoi on croyait et pour lequel on se battait, toute l'équipe de Charlie avant. Oui. Donc ça, de manière tragique, ça validait toutes nos convictions. Ouais.
le fait que, sans même qu'on s'en aperçoive, des nouvelles formes de tyrannie se mettent en place, apparaissent et essayent de s'imposer aux autres. Voilà, quand on essayait d'expliquer ça au moment du procès des caricatures, les gens pensaient que c'était uniquement un problème de dessinateurs, des dessinateurs un peu anticléricaux. Voilà, ils n'ont pas compris que c'était annonciateur de quelque chose de plus profond et qui allait toucher tout le monde. Et on l'a vu ensuite après avec la vague d'attentats qui a touché tout le monde. Il est très vieux ce point que vous soulevez. En 72, Brassens est attaqué et il en a marre et il décide d'écrire une chanson, une des très rares chansons politiques qu'il a écrites. Et dans cette chanson, il dit qu'il faut se méfier de toutes les idéologies. On l'écoute ? Des idées réclamant le fameux sacrifice, les sectes de tout poil en offrent des séquelles. Et la question se pose aux victimes novices. Mourir pour des idées, c'est bien beau, mais lesquelles? Et comme toutes sont entre elles ressemblantes, quand ils les voient venir avec leurs gros drapeaux, le sage, en hésitant, tourne autour du tombeau. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente. D'accord, mais de mort lente. Vous en pensez quoi de cette chanson? Je me demande si elle n'est pas un peu datée en fait. Ouais. Si c'est pas aussi, c'est pas une chanson aussi écrite dans la veine d'un certain pacifisme des années 20, des années 30. Oui, c'est vrai. Où effectivement, pour un drapeau, on envoyait des gens se faire massacrer. J'ai l'impression qu'il a ça en tête. C'est antimilitariste, clairement. Voilà. Mais c'est aussi pour dire, attention... Je pense que c'est aussi contre des formes de nationalisme comme ce que l'Europe a pu connaître dans les années 20 ou des années 30. Mais peut-être que nous, on a une autre époque. C'est plus vraiment des nationalismes, on va dire à l'ancienne. En tous les cas, même si on voit beaucoup de partis xénophobes en Europe émerger, en Hongrie, en Pologne. Il y a encore beaucoup de nationalisme en Europe. Mais c'est vrai moi, je ne pense pas qu'on soit vraiment dans les années 30 non plus. Non. Mais mourir pour des idées, ça, oui. Ça, c'est bien, il faut, on peut, on doit. Le problème, c'est que c'est un peu vague parce que des idées, quelles idées? Les siennes, celles auxquelles on croit. Oui, mais ça veut dire... C'est quelque chose qui peut être invoqué aussi par des fascistes. Oui. Par des tyrans. On va en parler d'ailleurs. Ouais. Donc c'est un peu trop large comme définition. Il y a de nouveaux dessinateurs qui ont rejoint la rédac de Charlie. Ils sont engagés? Je l'espère. S'ils sont venus vers le journal sans qu'on les force... Parce que quand on bosse chez Charlie, il faut avoir un gros sens de l'humour, de la dérision, être journaliste, et aussi avoir un sens de l'engagement. Il faut avoir les deux. Il faut être politisé. Voilà. C'est plus précis que l'engagement. Il faut être politisé. Il faut s'intéresser à la politique, il faut s'intéresser à l'histoire, il faut s'intéresser à la culture, parce que souvent l'humour, la satire fait référence à beaucoup de choses, et souvent les dessins sont mal compris parce qu'il y a un manque de culture politique, ou même de culture tout court. Et c'est vrai que le jeu dans la satire, quand on fait des dessins, c'est des références. C'est un peu, on joue aussi avec tout un tas de choses, des références graphiques, des références historiques, politiques, mais si on ne les a pas, on ne comprend rien. Et pour faire des dessins comme ça, déjà, il faut aussi les avoir. Donc un dessinateur satirique à Charlie, c'est un dessinateur qui est politisé. Voilà. Vous les trouvez courageux, vos jeunes collègues qui vous rejoignent? C'est pas anodin de venir bosser pour Charlie, quoi. Oui, mais c'est pas le mot courageux parce que je les trouve, ils ont le même enthousiasme que celui qu'on avait en 92, quand avec Charles-Bouluz, nous aussi on voulait faire plein de trucs, voilà, et sans très bien savoir ce qu'on allait faire, mais on avait envie de faire un journal et de se marrer, de découvrir le monde à travers ce journal et de faire partager ça aux lecteurs. Donc il y a un peu le même enthousiasme. Ouais. Voilà. Il est là intact. Il est là renouvelé, voilà, à nouveau là. Ouais. Le temps passe. Est-ce que parfois vous oubliez? Je peux oublier des détails mais j'oublie pas. Je pardonne pas, mais j'oublie pas non plus. Des émotions furtives, des ambiances, des atmosphères liées à ce moment-là. C'est des choses, je ne sais pas si j'ai peut-être une mémoire
sensorielle aiguë, mais je peux me souvenir de l'ambiance d'un moment, pas seulement des faits, mais de l'électricité du moment. Et c'est vrai que c'est difficile, c'est pas possible d'oublier cette fébrilité qu'on ressent quand on voit quelqu'un qui arrive devant vous avec une arme. Voilà, d'un seul coup, tout est suspendu, le temps est suspendu, et vous savez que vous allez basculer dans quelque chose. Donc ça, j'ai ça en mémoire, pas seulement visuellement, mais physiquement. C'est physique, une mémoire physique des choses. J'employais le mot oubli exprès. J'ai le sentiment que vous avez peur qu'on oublie, que nous, on oublie. Quand vous m'avez dédicacé votre livre, quand je l'ai reçu, il y avait écrit « Pour ne rien oublier ». Pour tenter de donner au lecteur des outils pour ne pas trop oublier, en tous les cas, parce que c'est sûr que le temps passe, inévitablement, comme tout événement politique ou historique, à un moment donné, voilà, vous avez des jeunes aujourd'hui, je discutais avec une personne qui ne savent pas trop ce que c'est que le 11 septembre 2001, qui dit, moi, ma fille, elle ne sait pas ce que c'est que le 11 septembre 2001, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, je ne vais pas dire les jeunes en général, ne connaissent que les événements qu'ils ont connus dans leur propre vie. Oui. Et si ça a eu lieu avant, ça n'existe pas. Ouais. Ou alors ils sont obligés de faire un effort vraiment où il faut leur mettre sous le nez. Et un jour, peut-être que le 7 janvier, comme tout ce qui s'est passé en 2015, ça deviendra un événement antérieur aux existences nouvelles qui vont arriver. Et ça sortira de quelque chose de concret. Du coup, vous avez presque plus peur de nous que des terroristes, plus peur de la trahison qu'on pourrait faire nous, alors que c'est vraiment dans nos vies à tous. C'est sûr que les gens qui ont vécu cet événement ne l'oublieront pas. Mais les personnes qui vont naître dans 1 an ou 2 ans ou 3 ans... Mais sauront que des journalistes sont morts en France parce qu'ils dessinaient ou parce que... Peut-être ou peut-être pas. C'est même pas sûr que peut-être les gens qui naîtront dans les générations à venir s'intéresseront à ça. Et c'est grave qu'ils ne le sachent pas? C'est grave qu'ils ne sachent pas ça, comme bien d'autres choses. Oui. Il n'y a pas que ça. Voilà, c'est grave de ne pas bien connaître l'histoire de la société dans laquelle on émerge, je pense. Justement, quand vous parlez de l'engagement, moi, quand j'étais gamin ou ado, j'étais préoccupé de comprendre là où j'étais, mais aussi le passé, ce qu'il y avait avant. Voilà. Ça vient d'où, ça? Mais je pense que pour se sentir bien, il faut comment dire, il faut savoir où on est. Il faut trouver sa place. Sa place dans le temps, dans l'espace. Il n'y a pas un enfant qui se... Enfin, certainement, puisque vous l'avez fait vous, mais c'est assez peu commun de se dire, moi, en tant qu'enfant, je suis dans ce monde, qu'est-ce qui se passait avant? Qu'est-ce qui se racontait avant? Qu'est-ce qu'ils ont vécu avant? Tout le monde n'a pas cette démarche-là. Tous les enfants. C'était pas une démarche, c'est simplement le fait d'écouter les adultes, qui avaient beaucoup de choses à raconter, qui avaient vécu des choses. Voilà, les générations d'adultes à cette époque-là, toutes les générations avaient connu la guerre, avaient connu des guerres. Les plus anciens avaient connu la Première Guerre mondiale. Et on avait autour de nous, on avait des gens qui avaient fait la guerre 14, qui étaient estropiés. Et puis il y en avait d'autres qui, plus tard, avaient fait la guerre 39-40, qui avaient aussi des choses à raconter, qui avaient été prisonniers. Qui racontait? Vous aviez un grand-père ou une grand-mère qui racontait? Oui, où je me souviens, j'avais ma camarade de classe, son père était résistant. Et on habitait Moulins, et elle me racontait qu'à Moulins, il y avait la ligne de démarcation, et son père traversait à la nage la ligne de démarcation pour passer de la zone libre à la zone occupée. Donc voilà, vous aviez ce genre de témoignages, et ce n'était pas des témoignages historiques, c'était des témoignages de votre vie. Voilà. C'est des gens avec lesquels vous viviez. Donc évidemment, comment ne pas s'intéresser et comment à ce qui s'est passé avant vous? C'est dur de... Je vois bien que pour vous, c'est presque évident, que ça va de soi et que c'est presque l'étonnement que ça ne soit pas communément répandu. Mais c'est parfois dur de penser. En ce moment, c'est difficile de penser. Moi, je suis très admirative, par exemple, de vos éditos, parce que je me dis, mais comment il fait pour avoir un avis clair comme ça sur tout? C'est difficile de penser. Qu'est-ce que je pense du voile en tant que femme? Est-ce qu'il faut l'interdire? Est-ce qu'il faut l'autoriser? Qu'est-ce qu'on fait de ces mômes qui ont été emmenés par leurs parents en Syrie et qui errent dans des camps? Est-ce qu'il faut qu'ils reviennent ou pas? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'on fait des djihadistes qui ont fini leur peine de prison? C'est dur de penser. Comment vous aimeriez que... Mais ça, ce que vous décrivez, c'est la politique. Oui.
Bien sûr. Dès qu'on essaye de comprendre la vie en société, la vie en collectivité, ça devient tout de suite très compliqué. Oui. Et ça ne sera jamais simple. Et pas seulement ces problèmes-là, mais plein d'autres. Oui. Si, justement, vous parliez d'engagement, si on ne prend pas son courage à deux mains et qu'on ne se coltine pas cette difficulté, d'abord, je pense qu'on sera submergé, on sera écrasé par les événements, on sera balayé. Et si on ne veut pas être balayé, il faut au moins comprendre ce qu'il y a autour de vous pour trouver la bonne position, pour ne pas se faire justement effacer pour exister en fait. Ouais. Si vous ne comprenez pas votre environnement, vous n'existez pas, quoi. Et si vous n'y trouvez pas votre place, également. Je vous dis ça parce que, et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, je pensais à ce film incroyable de Louis Malle, La Combe Lucien. Vous vous souvenez l'histoire de ce môme, un peu perdu, il veut rentrer dans la résistance et les résistants lui disent non, vas-y, bouge. Et du coup, il va à la Gestapo. Il veut trouver une place, absolument. Alors, il ne la trouve pas chez les résistants, il va les trouver chez les méchants. Trouver sa place à n'importe quel prix, est-ce que ça justifie tout ? Ah mais moi j'ai jamais dit qu'il fallait trouver sa place à n'importe quel prix. Non, mais... Trouver sa place pour... déjà pour ne pas être... pour ne pas se faire écraser aussi. Oui. Et trouver sa place aussi, c'est aussi trouver la place des autres. Parce que notre place, elle existe aussi avec les autres. Oui. Donc c'est tenir compte des autres. Oui. Donc ça vous oblige à prendre en compte la collectivité, ce qu'on appelle les autres. Et c'est peut-être ça aussi qui vous évite de faire peut-être des mauvais choix, comme La Combe Lucien. Si on peut-être prend pas suffisamment en compte le collectif, peut-être qu'on s'égare. Voilà. Quand on dit je suis Charlie, ça engage à quoi ? Pour ceux qui disent ça, oui. Il faut leur demander. Et vous lisez quoi quand quelqu'un vous dit je suis Charlie ? J'irai pas jusqu'à dire prouve-le-moi, mais... Mais on l'entend, hein. Ça se voit dans vos yeux. Tout ce que vous êtes nous envoie ça. Prouvez-le nous. Ayez du courage, soyez à la hauteur. Vous êtes très exigeant avec nous. Hein. C'est vrai que je suis Charlie, c'est pas une parole, à mon avis, qu'on doit dire à la légère. Oui. Parce que faire un journal comme Charlie, on le voit quand on regarde l'histoire de ce journal, même si c'est un journal... facile d'accès, il y a de l'humour, il y a de la satire. En fait, ce dont parle Charlie, c'est pas des sujets légers. C'est pas un journal léger, Charlie, même si la forme peut sembler légère. Donc, quand on met vraiment le nez dans Charlie, qu'on veut vraiment s'investir dans Charlie, faut assumer aussi cet engagement. Et donc, quand on dit « je suis Charlie », ça ne doit pas être un slogan à la mode, c'est pour le coup, c'est un engagement, dire « je suis Charlie ». Et vous le demandez à ceux qui vous rejoignent, aux jeunes dessinateurs, ils ont 20 ans pour la plupart. Je leur demande rien parce qu'en fait, j'ai pas exigé d'eux. Je pense que s'ils sont là, c'est que ils le sont. Enfin, c'est des choses qui n'ont pas besoin d'être formulées de manière explicite. C'est presque, comment dire, une sensation. On se comprend. Ouais. On se comprend, voilà. C'est un peu comme ça que moi j'ai découvert Charlie en 92. Finalement. Même si on était avec des dessinateurs qui étaient plus âgés que nous, finalement l'âge n'avait pas d'importance. C'est ça qui était vraiment formidable, c'est que on ressentait quasiment les mêmes choses. Il n'y avait pas de différence d'âge. C'est un peu, vous savez, comme quand une année scolaire débute, on ne connaît pas bien les gamins de sa classe, et puis au bout d'un moment, par attirance, il y a des affinités, on va vers les copains. On se reconnaît. Ouais, on se reconnaît. Ouais. Et ça crée une bande. Voilà. Il paraît que vous adorez les westerns, c'est vrai ? Oh, pas plus que ça. Ah bon ? Un menteur. Non, pas plus que ça. Non. Ah des bon fois, j'en regarde un peu par curiosité, parce que c'est presque des documents, les westerns. Ah oui ? Oui, parce que c'est une manière de faire du cinéma qui est un peu disparue. Ouais. C'est une vision aussi du monde un peu particulière, les westerns. Absolument. J'en ai trouvé un très étonnant. Qui date de 1956. Ouais. C'est un film de John Ford. Vous avez une idée du titre, c'est la référence du western. Ouais. La prisonnière du désert. Il y a John Wayne. Regardez, on dirait qu'il parle de vous. Cela pourrait commencer comme un conte. Il y avait une fois un homme que l'on devait craindre et respecter. Un homme à la volonté indomptable, aux résolutions violentes, dont l'histoire est rude et attachante. Voici le roman de sa vie. John Wayne, dans le rôle de Ethan Edwards, campe un personnage d'une trempe peu commune.
Guidé par son courage, il accomplit des actes que l'esprit humain a peine à concevoir. Mais jamais il ne se prend pour un martyr, jamais non plus il ne se prend pour un héros. Je te promets qu'en fin de compte, on le retrouvera. Je te le promets. Voici le récit des actions de cet homme implacable qui ne connaît point le repos, de cet être tendre et passionné. C'est aussi l'histoire d'un peuple qui ose s'attaquer à une terre hostile et des pionniers qui bâtissent une nouvelle nation. Jamais il ne se prend pour un martyr, jamais il ne se prend pour un héros. Ça pourrait être vous, non? Je sais pas, je crois pas. Bon, c'est du cinéma, même si c'est John Ford, c'est quand même le haut du panier. Mais non, faut pas non plus... faut pas romancer les choses. Voilà. C'est bien dans les films, mais la vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est pas comme ça? Non. La vie, c'est comment? Je ne sais pas, c'est plus terre à terre, c'est moins romantique, c'est parfois plus décevant. Et puis, il n'y a pas de scénario. On connaît un film, on sait comment ça commence, comment ça avance et comment ça se termine. Donc là, je ne sais pas si on peut dire que la vie se déroule comme le scénario d'un film. Hein. Je pense, quand je vois l'histoire du journal, tout était imprévisible depuis 25 ans. Donc des fois, je me dis, je touche du bois, je me dis, qu'est-ce qui va encore nous arriver? Voilà. Donc c'est pas un film. Peut-être le meilleur. Hein. Le meilleur est encore à venir, est toujours à venir. Ou le pire, je sais pas. C'est-à-dire que le pire est passé quand même, non? Ah, des fois, j'en sais rien. Ah. Vous êtes inquiet? Je dirais qu'il faut être vigilant. Voilà. On peut pas être, comment dire, après tout ça, on peut pas être léger ou voilà, superficiel, quoi. Ouais. Il faut tenir compte de ce qui s'est passé. Vous dites que, vous avez une phrase très juste, très forte. La liberté, c'est une décision, tous les jours, à chaque instant, et si on est dans le confort, on ne peut pas être libre. Oui. Je crois que c'est extrêmement vrai, mais alors ça ne fait pas du tout rêver, quoi. Mais du tout, hein. Si, parce que c'est exaltant. D'abord, ça vous donne un objectif, ce que beaucoup de gens n'ont pas dans la vie. Quoi faire de sa vie? Des fois, on se demande ce que les gens ont pour objectif quand on voit aujourd'hui... Pas seulement aujourd'hui, mais on a l'impression qu'on propose aux gens de quoi? De consommer, d'acheter. Des fois, on a l'impression que c'est uniquement dans la consommation qu'ils se sentent vivants. Alors qu'être libre, c'est beaucoup plus difficile parce que vous devez vous affranchir de beaucoup de choses. Voilà, c'est plus exigeant, mais c'est comme une sorte d'épreuve permanente qui, quand vous y arrivez, est assez satisfaisante. Vous êtes libre, vous? J'essaye de l'être le plus possible avec mes maigres moyens. On n'est jamais vraiment libre à 100%. Mais vous êtes très contraint en plus. Vous vivez sous surveillance en permanence. On peut dire que votre liberté, elle a été atrophiée ou pas du tout? Parce qu'elle est dans la tête. Ah, je pense que ce qui est vital, c'est ce qu'on a dans la tête. Ouais. Parce qu'après, la liberté d'aller et de venir, bon, elle peut être entravée, mais elle n'est pas non plus totalement annulée. Non, mais vous adoriez faire des reportages, aller au contact. Vous ne pouvez plus le faire. Bah, c'est pas impossible, mais c'est compliqué. Ouais. Et puis c'est vrai que quand je fais des reportages à l'étranger, le plaisir c'était d'être seul, nulle part, à l'autre bout du monde, et voilà. Mais c'est vrai que c'est difficile d'être seul maintenant. Est-ce que vous pensez que l'engagement, ça s'apprend, ça s'enseigne? C'est pas l'engagement, c'est le sens de l'engagement qu'on doit enseigner. C'est le courage, donc. Non, c'est pourquoi on s'engage. Voilà, on en revient à ce que je disais, c'est politique. Ouais. On veut vivre dans quelle société? Voilà. Quand vous posez ça comme question, bah, tout le reste vient après. Vous avez conscience que vous avez pris une place très singulière dans nos vies. D'ailleurs, vous n'en demandiez pas tant, j'imagine. Vous avez pris conscience de ça? Non. Du tout? Je sais pas trop. Non. Je suis un peu étonné des fois de certaines réactions qui sont comme chaleureuses, mais qui, c'est vrai, des fois sont un peu déconcertantes. Mais c'est même pas la question de savoir si c'est agréable ou pas. C'est vrai que c'est presque un peu gênant d'être vu comme ça. Parce que c'est quoi? Votre vie vous échappe? Pour certains, vous êtes un trésor. Pour d'autres, vous êtes un emblème. Pour d'autres, vous êtes encore et toujours une cible. C'est quoi? C'est ça? C'est votre vie qui vous échappe? N'importe comment. Je pense que on discutait de ça justement au journal il n'y a pas très longtemps. Quand on fait un dessin, quand on écrit un texte, ce qui est le plus intéressant dans le dessin que vous réalisez ou le texte que vous écrivez, c'est ce que vous ne maîtrisez pas.
En fait, vous laissez exprimer quelque chose de vous-même que vous ne voyez pas. Ouais. Et en fait, c'est ça le plus intéressant. Ouais. Donc, je dirais que dans la vie, c'est pareil. Vous faites des choses et à la limite, votre vie, comment dire, je ne vais pas dire qu'elle ne vous appartient plus, mais c'est peut-être pas forcément ce à quoi vous pensez qui intéresse le plus Oui. les gens autour de vous. Et vous ne le savez pas. Mais c'est comme ça. Et puis, voilà, il faut accepter de se dévoiler et puis d'être... que les gens s'emparent de vous aussi. Voilà. À partir du moment où on fait un métier public, je savais en publiant mes premiers dessins à la Grosse Bertha en 91 que j'allais être jugé. Et c'est comme si on montrait son cul à tous les passants. Les gens vont s'approprier vos dessins, ils vont vous juger sévèrement, c'est nul, c'est de la merde. Mais si vous n'acceptez pas ça, il ne faut pas faire un métier où on s'exprime en public. Ouais. Voilà. À ceux qui pensent que vous êtes austère et exigeant, vous dites quoi? Qu'ils ont raison? J'en sais trop rien. C'est pas à moi de répondre à cette question. Pourquoi vous riez? Austère, exigeant, oui, dans ce métier, il faut être exigeant. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Le 7 janvier 2015, vous vous êtes vu mourir, vous alliez mourir, et puis vous n'êtes pas mort. Généralement, les gens, quand ils échappent à la mort, ils changent quelque chose dans la vie, ou eux-mêmes, et vous? Qu'est-ce qui change? Je ne sais pas si... Je ne sais pas si beaucoup de choses ont changé fondamentalement. C'est plus après une sensation de la vie qui n'est plus la même, puisque avant de vivre ce genre d'expérience, on est un peu inconscient de la chance qu'on a d'être vivant, en fait. Et du luxe qu'on a d'être vivant. Vivant, c'est-à-dire de jouir de la vie. Tout vous semble normal, tout vous semble dû. Après ça, on sait encore plus que rien ne vous est dû. Ouais. Voilà, que la vie ne vous est pas due, la liberté ne vous est pas due, et ça vous rend peut-être encore plus exigeant, c'est ce qu'on disait. Il ne faut pas gâcher sa vie à faire n'importe quoi, ou des choses inutiles. Même si de temps en temps ça fait du bien de faire des choses futiles, on ne peut pas remplir sa vie avec des choses futiles. Ouais. Il y a une phrase que vous avez écrite, vous dédiez votre livre, et cette phrase va s'inscrire aux innocents, vivants, morts ou fous. Elle sort d'où cette phrase? C'est moi qui l'ai écrite. Oui, je me doute bien, mais elle sort, c'est aux innocents, vivants, morts ou fous. Innocent parce que je pense que c'était très difficile et difficilement supportable après le 7 janvier d'entendre des gens qui nous rendaient responsables de notre sort. Et moi je dis que voilà, on est responsable de rien, on est coupable de rien. Donc il faut marteler le mot innocent. Et quand vous sortez de là et que vous affirmez que vous êtes innocent, vous êtes entouré de gens morts, vivants, et puis d'autres qui peut-être vont devenir fous ou qui peuvent être menacés par la folie. Donc c'est un peu les trois catégories de vie qui vous entourent. Les vivants, les morts et les fous. Je sais que vous êtes vivant. Vous avez peur de devenir fou? Des fois, c'est des questions que je me suis posées. Parce que c'est difficile de reprendre sa place dans la vie, alors qu'autour de vous, autant de vies ont été enlevées et détruites, et que ces vies faisaient partie de votre vie. En fait, il y a une partie de ma vie qui a disparu. Et donc, qu'est-ce qui vous reste? Voilà, il faut retrouver un équilibre, il faut se réinventer un équilibre après un tel désastre. Si c'était à refaire, Rhys? Refaire quoi? Je ne sais pas. Je me pose jamais cette question. C'est un luxe que vous n'avez pas? Il faut faire les choses comme on pense qu'on doit les faire au moment où on les fait. Et puis voilà. Et puis le plus honnêtement possible et en se disant, voilà, j'assume et j'assumerai ce que je fais. Voilà. En n'ayant pas de regrets et en essayant de ne pas se tromper. On peut toujours se tromper, mais c'est voilà, en essayant de se tromper le moins possible. Merci beaucoup. C'est moi, merci beaucoup.